Bon, bonjour à tous, on va commencer, il est 10h. Je vais commencer par quelque chose de différent de ce qu'on faisait avant, donc il n'y a même pas besoin d'avoir tellement suivi le cours 2. C'est de la théorie spectrale des graphes, et en fait je vais vous expliquer peu à peu comment ça va permettre, en combinant ça avec ce qui était vu la dernière fois, mais juste comme une boîte noire, comment on va réussir à donc démontrer des inégalités de stabilité du transport optimal avec ces techniques un peu spectrales. Voilà, donc n'hésitez pas, donc on est en plus petit comité, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez poser des questions. J'ai appelé cette partie recollement d'inégalité de variance. Donc la théorie spectrale des graphes, c'est un sujet à part entière, et je vais juste vous faire un petit topo là-dessus, et je pense que c'est super utile dans plein d'autres contextes. Voilà, théorie spectrale des graphes. Alors, de quoi il s'agit? Donc, un graphe, c'est juste la donnée d'un ensemble de sommets et d'un ensemble d'arêtes. Et je ne suppose pas que le graphe est fini. Donc, je vais prendre V, ensemble de sommets qui est dénombrable. Et E, donc vertices et edges, donc E, c'est l'ensemble des arêtes. Un ensemble d'arêtes, c'est-à-dire un sous-ensemble de V croix V, symétrique. Donc si IJ appartient à E, alors JI appartient à E. En fait, IJ et J, c'est la même chose, si vous voulez. Voilà. Et en fait, ce que je vais regarder, c'est des graphes pondérés. Donc ça veut dire qu'on pondère à la fois les sommets et les arêtes. Donc graphe pondéré. Donc pour chaque I dans V, on se donne un delta I qui est positif, strictement. C'est le poids du sommet I. Et pour tout IJ dans E, on a WIJ aussi supérieur ou égal à 0. En gros, on pourrait même imaginer que l'ensemble d'arêtes, c'est tout V croix V, mais à ce moment-là, il faudrait mettre des poids égaux à 0 sur les arêtes qui ne sont pas dans E, enfin, si vous voulez. L'ensemble des arêtes, c'est un peu l'ensemble où les poids sont strictement positifs, donc voilà, donc faut s'imaginer ce dessin-là. Et donc, on dit que, donc on écrit I adjacent à J, c'est pareil que IJ est dans E. C'est un graphe combinatoire. Voilà. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire de l'analyse sur ces objets-là. Et donc, et notamment de regarder un opérateur laplacien, donc discret. Et comment on fait ça? Bah, déjà, on peut regarder l'espace L2, pondéré par delta, donc c'est l'ensemble des U, disons U de V dans R, par exemple, tel que la somme sur I dans V de delta I U de I au carré est finie. Et en fait, ce qui va m'intéresser, c'est un sous-ensemble de L2 qui est l'ensemble. Je vais définir une forme quadratique qui est en gros l'analogue de la forme d'énergie, enfin avec le gradient carré. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être 1/2 de la somme des WIJ pour IJ dans E, disons, oui, IJ dans E, U de I moins U de J au carré. Et donc son domaine, c'est l'ensemble des U tels que Q de U est fini.
Voilà. Et je vais regarder maintenant le Laplacien. Donc le Laplacien, c'est défini comme suit. Donc c'est le Laplacien, on va vouloir qu'il soit symétrique par rapport à delta. Donc en fait, sa définition, ça va être L. Donc c'est un opérateur qui prend en entrée une fonction de V dans R et qui fait LU de I égale quoi? Égale 1 sur delta I, somme sur tous les J adjacents à I de WIJ, U de I moins U de J. Ça, c'est le Laplacien. Et la remarque, donc c'est d'une part qu'il est, avec cette définition-là, il est positif, et d'autre part, il est symétrique par rapport... Alors, peut-être que j'aurais dû écrire ça, mais disons, ça, cette norme-là, c'est U delta au carré, et évidemment, il y a un produit scalaire associé qu'on note U V delta. Donc, il est symétrique par rapport à au produit scalaire. Voilà. Je vais travailler sous deux hypothèses, enfin, disons, les graphes que je vais considérer après, qui vont venir du problème de transport optimal d'une certaine façon, eh bien, ils vont avoir deux propriétés que je vais donner tout de suite. Ils vont avoir la propriété qu'il existe A telle que la somme, telle que pour tout I, la somme des WIJ pour J adjacent à I est plus petite que A fois delta I. Alors, cette hypothèse, en fait, c'est une hypothèse, si vous imaginez un cas très simple, où tous les delta I, c'est 1, et les WIJ, c'est soit 0, si on n'est pas dans E, soit 1, si on est dans E. Donc les delta I, c'est 1, les WIJ, c'est soit 0, soit 1. À ce moment-là, l'hypothèse, c'est juste que le degré de I, généralisation de degré de I uniformément borné. Puisque ça, c'est juste A, et ça, c'est le degré de I, c'est-à-dire le nombre de voisins de I. Ouais. Oui, W est symétrique, pardon. C'était ça que je voulais dire. Enfin, quand j'ai dit ça, c'était ça que j'avais en idée aussi. Donc WIJ égale WJI. Je vais l'écrire là, peut-être. Merci. Voilà. Donc le degré est borné. Et en fait, ça implique aussi que le Laplacien lui-même, c'est un opérateur borné. Et la deuxième hypothèse que je vais faire, c'est que somme des delta I pour I dans V est finie. Donc, en particulier, si jamais les delta I c'est 1, ça veut dire que le graphe est fini, mais en fait, ce qui va m'intéresser, c'est parfois des graphes infinis, juste le poids à l'infini est de plus en plus petit. Voilà. Et du coup, les WIJ aussi. Et alors, la question qui nous intéresse pour ce cours, c'est qu'est-ce qu'on peut dire des fonctions propres et des valeurs propres de L? Et il y a une première remarque, c'est que 1, la fonction constante 1, eh bien, elle est dans L2. Ça, c'est juste parce que je viens de supposer que la somme des delta I est plus petite que l'infini. Et plus fort que ça, 1 est dans le noyau de L. Évidemment, par définition. Et donc, 0 est une valeur propre. Et la question que souvent on se pose, c'est est-ce que c'est possible de... Est-ce que le spectre du Laplacien
donc les valeurs propres, est-ce qu'elles vont se rapprocher, elles peuvent se rapprocher arbitrairement proche de 0? Est-ce que 0 est dans le spectre essentiel? Donc est-ce que 0, c'est pas juste une valeur propre associée à 1, mais on peut trouver des vecteurs propres grâce au fait que le graphe est infini? Sur un graphe fini, ce ne serait pas possible, sauf s'il est déconnecté. S'il est connexe, et s'il est infini, par contre, c'est possible que 0 soit dans le spectre essentiel, pas juste une valeur propre comme ça. Et typiquement, c'est ce qui va arriver si les WIJ à l'infini sont très petits, parce que ça déconnecte presque le graphe à l'infini, si vous voulez. Et du coup, c'est presque une situation où le graphe est déconnecté. Donc, quand le graphe est déconnecté, vous pouvez facilement voir que il n'y a pas seulement la valeur propre 1, la fonction propre 1, mais vous pouvez mettre sur chaque composante connexe une constante, et ça vous fera plusieurs fois 0. Et donc, la question que je vais poser, c'est... donc je vais introduire lambda 2 de L, qui est simplement l'infimum du quotient de Rayleigh, donc l'infimum du Q de U, des Q de U, sur l'ensemble des U tels que U delta égale 1, et U orthogonal aux constantes. D'accord ? Je vous rappelle, on suppose U orthogonal aux constantes parce que dans le spectre, les espaces propres vont être orthogonaux. Voilà. Donc, on considère ça, et lambda 2 de L, qu'est-ce que c'est ces propriétés? D'habitude, c'est qu'en fait, ça représente, en quelque sorte, plus lambda 2 de L est grand, plus le temps de mélange sur ce graphe, quand on considère une marche aléatoire, par exemple, va être rapide, va être faible. Okay, ça va se mélanger très vite quand vous considérez des marches aléatoires. Donc c'est des graphes, si jamais lambda 2 de L égale 0, eh bien, typiquement, la marche aléatoire met du temps à se mélanger. Bon, il y a plein de propriétés qui sont liées à ça, et la question à un moment qui va arriver dans ce qu'on va faire après, ça va être comment prouver que lambda 2 de L est strictement positif. Alors, c'est pas facile de comprendre les fonctions propres comme ça. Et on peut essayer on peut utiliser donc une inégalité. Alors, peut-être qu'on pourrait s'en passer, mais ce serait certainement plus compliqué que ce que je vais présenter là. Donc, de toutes les façons, je pense que c'est d'un intérêt général. Donc l'inégalité de Cheeger, c'est une inégalité qui permet de minorer lambda 2 de L en fonction d'une quantité purement géométrique dans le graphe, qui ne fait pas appel aux fonctions propres, ni aux valeurs propres, mais juste au poids WIJ delta I, mais jamais vous parlez de fonctions propres dans cette inégalité. Donc c'est une inégalité qui a été trouvée par Cheeger en 1970 pour les variétés. Il y a un analogue qui est fondamental pour les variétés, et dans les graphes, c'est en quelque sorte plus simple, mais ça a été utilisé après, et c'est utilisé dans plein de contextes. L'inégalité de Cheeger, c'est la suivante, c'est lambda 2 de L plus grand que h carré sur 2a. Donc a, c'est toujours ce a-là, et h, alors h, je vais la définir, mais c'est ce qu'on appelle la constante de Cheeger ou constante isopérimétrique. Et comment elle est définie? Eh bien, elle est définie de la façon suivante. Déjà, je considère U un sous-ensemble de sommets de V. Si U est un sous-ensemble de sommets de V, je peux considérer son volume. C'est quoi son volume? Évidemment, c'est juste la somme des poids à l'intérieur. Ensuite, je peux considérer le volume de son bord. Alors, c'est quoi le bord de U? C'est juste l'ensemble des points qui peuvent être reliés par une arête au complémentaire de U. Et donc, son volume, c'est la somme des WIJ pour J adjacent à I. Pour I dans U et J pas dans U.
D'accord? C'est la somme des WIJ pour I, un élément de U, qui est relié à un élément qui n'est pas dans U, et donc on somme les poids des arêtes. Et l'inégalité de Cheeger va vous dire le volume, elle va vous dire, la constante de Cheeger, ça va être la suivante, je vais la définir là-bas. Est-ce que j'ai un... Ouais. Et le H, ça va juste être l'infimum sur un certain truc que je vais dire, de du sur U, où U est un sous-ensemble de V tel que le volume de U est plus petit que 1/2 du volume de V. Voilà. En gros, si elle est strictement positive, ça veut dire que quel que soit le U que vous prenez, son bord n'est pas trop petit comparé à sa taille. Le bord est une fraction positive de sa taille. Sachant que, imaginez qu'on n'impose pas cette condition, à ce moment-là, on pourrait prendre, si on n'impose pas cette condition, on peut prendre U égale V. À ce moment-là, le bord, c'est juste vide, puisque U égale V, et donc ça ferait 0. Et de façon générale, on remarque que si on regarde U ou son complémentaire, le volume du bord est le même, mais le volume de U ou de son complémentaire peut varier, par exemple, de 0 à volume de V. Donc en fait, on impose que U est plus petit que son complémentaire, si vous voulez. On impose qu'on est en train de regarder une petite partie de U, on a un gros V, on a U qui n'est pas trop gros, et on regarde la taille de son bord comparée à la taille de l'intérieur. Ok. Il y a une... Alors, je vais vous dire deux choses. La première, c'est qu'il y a une inégalité réciproque. Alors, on peut regarder une situation où H est petit. H est petit, c'est quoi? Comment c'est possible que H soit petit? Par exemple, si vous avez un graphe, alors même H égale 0. H égale 0, c'est si le graphe est déconnecté, par exemple. Vous avez un graphe fini, mais il est déconnecté. À ce moment-là, vous pouvez prendre U, qui est ce truc-là, et il est relié à personne, donc voilà, c'est 0. Comment vous pourriez avoir H petit? C'est juste s'il y a une arête ici, mais que son WIJ est très petit devant 1, et tous les autres poids ils sont d'ordre 1. À ce moment-là, le H il est très petit. Et ça, en fait, quand vous avez une situation comme ça, d'une part le H est très petit, mais d'autre part, vous pouvez vérifier à la main que le lambda 2 va être aussi très petit. Comment vous faites ça? Vous regardez une fonction qui est égale à une constante A. Je vais vous définir un U pour vous montrer que dans cette situation-là, où vous avez juste toutes les arêtes sont égales à 1, tous les poids sont égaux à 1, vous avez juste une arête qui est toute petite. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez U, qui est constante égale à A ici, égale à B ici. Vous choisissez A et B pour que votre fonction elle soit orthogonale à 1. Vous pouvez, vous avez 2 degrés de liberté. Et ensuite, le Q de U, là-dedans, il n'y a pas de contribution parce que c'est constant. Là-dedans, il n'y a pas de contribution parce que c'est constant. La seule contribution vient d'ici. Mais vous voyez que vous avez WIJ fois U de I moins U de J au carré. Et du coup, c'est super petit parce que WIJ, donc c'est juste ça, c'est A, ça, c'est B. Et donc, c'est quasiment nul. Donc, le Q de U peut être très proche de 0. Et en fait, là, avec des situations comme ça, on peut, en fait, en réfléchissant un peu comme ça, on peut prouver que lambda 2 de L, c'est plus petit que 2H. Ça, c'est aussi vrai. Et ça, c'est très facile à prouver. L'inégalité réciproque que j'ai écrite là-bas, elle est plus compliquée. C'est pas très compliqué non plus. Et le truc, c'est que ensemble, ça vous dit quoi? Ça vous dit que H est petit si et seulement si lambda 2 est petit. Et donc, ça vous dit que pour étudier le spectral gap, donc le trou spectral en français, donc qui est lambda 2 de L, eh ben, il suffit d'étudier en fait cette quantité purement géométrique sans jamais regarder les fonctions propres.
voilà, dans le cadre des variétés riemanniennes, ce serait une situation, si je la dessine dans l'euclidien, ce serait une situation où la variété est presque déconnectée. À ce moment-là, en fait, le H, ce qu'on va mesurer, c'est le volume voilà, de U, le volume riemannien du bord de U, le volume D-1 dimensionnel du bord de U, sur le volume D-dimensionnel de U. On va regarder l'infimum de tout ça sur les U qui font la moitié. Et quand est-ce que ça va être petit? C'est quand il y a comme ça un petit tube. Et ça va exactement, on peut faire la même, on peut voir de la même façon qu'on peut avoir une fonction propre. Enfin, le trou spectral est presque égal à 0 dans ce cas-là. Il va être en gros proportionnel à epsilon. Ok? En déconnectant. Et comment on fait ça? On met une fonction qui est égale à A ici, B ici. On s'en sert comme fonction de test dans le quotient de Rayleigh. Voilà. Donc ça, c'est tout pour cette parenthèse. Je ne fais pas la preuve parce que c'est... Enfin bon, je pourrais, mais disons, par souci de temps et d'efficacité. Mais vous pouvez regarder sur Internet, c'est pas très compliqué. Et ça, vous pouvez le faire même vous-même, c'est pas délirant. Voilà. Donc maintenant, on oublie ça, et ça va réintervenir dans un petit moment. On oublie ça, et on commence donc sur les inégalités de recollement. Donc recollement, et l'idée, vous allez voir comment les graphes vont intervenir assez rapidement. Donc, la semaine dernière, mais de façon générale, même sans regarder ce qu'on a fait la semaine dernière, donc je vous rappelle, on avait juste défini la variance d'une fonction par rapport à une mesure de proba. Et en fait, ce qu'on avait réussi à contrôler, on avait réussi à montrer que c'était plus petit que quelque chose qui dépendait il y avait des fonctions ψ1, ψ0, mais vous pouvez aussi imaginer juste que vous êtes en train de démontrer l'inégalité de Poincaré. Donc vous pouvez imaginer que vous avez réussi à montrer que c'est plus petit que l'intégrale de gradient f au carré pour toutes les... que gradient f au carré contre d rho. Mais par contre, la semaine dernière, on avait réussi à faire ça que pour ρ. Supposons qu'on sait seulement le prouver pour ρ. Prouver ce genre de borne. Pour ρ à support compact convexe. C'était ce qui se passait la semaine dernière. Et c'est aussi ce qui se passe quand vous prouvez Poincaré. C'est très facile de le faire dans un cube, dans un rectangle, juste par série de Fourier, par exemple. Et par contre, c'est plus compliqué si vous essayez de prouver Poincaré dans un domaine général. Et ce que je vais vous raconter, ça permet, et c'est comme ça qu'on prouve Poincaré dans un domaine plus général. Mais donc, comment on peut faire pour on sait prouver que la variance est plus petite dès que ρ est à support compact convexe. Comment on fait pour prouver pour ρ plus général? On regarde la situation suivante. On regarde déjà une situation très simple où on a deux convexes. Ouais. Alors, en fait, la chose précise, c'était des choses du type... Donc, c'était des potentiels de Kantorovitch duo. Et là, tu avais... le poussé... Donc, ça, c'était la mesure mu. Ça, c'était la mesure nu. Et on l'a testé contre psi mu moins psi nu. Psi nu moins psi mu, on avait des trucs comme ça. Et ça, c'est juste la dualité mesure-fonction. Okay, pardon, f, c'est psi 1 moins psi 0, dans ce cas-là. Ou psi 1 étoile moins psi 0 étoile. Voilà. Donc, imaginons qu'on ait ces deux choses-là, qui sont des convexes. Et on a une fonction sur Q1 union Q2. Et
en fait, quand ces deux convexes se chevauchent, si je sais que la variance dans Q1 est petite, ça veut dire que F est proche de sa moyenne dans Q1. Si je sais que la variance dans Q2 est petite, ça veut dire que F est proche de sa moyenne dans Q2. Mais comme les deux choses se chevauchent, la moyenne dans Q1 et la moyenne dans Q2 sont en fait proches. Et donc, F est globalement proche de sa moyenne. Et tout ce que je viens de dire, ça se résume en une inégalité qui va être que la variance de ρ par rapport à F est plus petite qu'une constante fois la variance de F par rapport à ρ1, je vais plus la variance de F par rapport à ρ2, et ρ1, ρ2, c'est juste les restrictions. ρ1, c'est ρ restreint à Q1 divisé par ρ de Q1, et ρ2, bon, disons ρi, c'est juste ρ restreint à QI divisé par ρ de QI. Donc c'est bien une mesure de proba, et on va prouver des inégalités de ce type-là. Donc des inégalités où vous voyez, il n'y a rien, ça n'a aucun lien avec le transport, c'est juste des inégalités où vous avez des convexes qui se chevauchent, et vous arrivez à prouver ça. Et le point clé, c'est que si jamais les convexes ne se chevauchent pas, ça n'a aucune chance d'être vrai, parce que vous pourriez avoir une fonction qui est constante dans le premier, constante dans le deuxième, les deux constantes ne sont pas égales, donc ça c'est égal à 0, ça c'est égal à 0 puisque vous êtes constant, mais ça c'est pas égal à 0 parce que la moyenne dans l'union n'est pas égale aux deux moyennes séparément. Donc ça ne peut être vrai que s'il y a du chevauchement entre Q1 et Q2. Et ensuite, je vais expliquer à un moment comment on conclut la preuve, mais ensuite, de façon boîte noire, une fois que vous avez ce genre d'inégalité, juste vous réinjectez ce bout-là, vous voyez, vous majorez ce bout-là, et ça vous donne une majoration pour lui. Donc vous avez gagné. Mais de façon plus générale, là, je vous ai juste présenté le truc pour deux convexes, mais en fait, on peut le faire pour plein de convexes. Une infinité de convexes. Et donc, les inégalités auxquelles on va s'intéresser dans toute la suite, c'est des inégalités de la forme var ρ de f plus petit que c fois la somme. Et en fait, ici, je mets d'ores et déjà ρ de QI, parce que c'est ça qui va arriver, var ρi de f pour i dans V, où QI. Donc on va chercher à établir, pour certains ρ et pour des QI bien choisis, on va chercher à prouver, pour certains ρ et des QI bien choisis, ce genre d'inégalité, voilà, ou QI bien choisi, mais voilà. Et donc c'est, en gros, on veut, il existe C tel que pour tout F. Voilà. C'est une façon quantitative, en fait, de dire que des fonctions qui sont à peu près constantes dans des convexes, si les convexes se chevauchent, eh ben, elles doivent être constantes partout. À peu près. Voilà, la constante C, on va l'expliciter, et justement, je vais construire un graphe à partir de ces convexes, et le C va être relié au lambda 2 du graphe. Voilà. Donc, en fait, justement, c'est ce que je veux dire maintenant, c'est que pour établir ces inégalités qui vont nous occuper pendant une heure environ, ou trois quarts d'heure, eh bien, il y a deux méthodes. Il y a une méthode que je dirais pédestre, qui est justement avec de la théorie spectrale des graphes. Moi, c'était la méthode que j'utilisais au début, parce que c'est ce que je savais faire. Et ça permet de démontrer tout un tas de choses, mais dans certains cas, ça ne permet pas d'obtenir les résultats optimaux. Et pour obtenir les résultats optimaux, il faut se replonger dans une autre littérature, et ça s'appelle les chaînes de Bowman. Alors, aucune des deux méthodes ne permet de démontrer tous les résultats accessibles avec l'autre. Il n'y en a pas une qui est incluse dans l'autre, mais quand même celle-là est un peu plus forte en général. Et les chaînes de Bowman, donc c'est une autre méthode pour démontrer ce type d'inégalité.
Et c'est ce qui était, en fait, de façon sous-jacente, utilisé pour démontrer, justement, les inégalités de Poincaré, ou plus exactement, de Sobolev-Poincaré, dans les années 80, par des gens comme... donc, je donne très peu de littérature, alors là, c'est le moment. Bojarski, là, il y a un nom polonais que je ne vais pas me tenter de prononcer, avec un L barré même, et Koskela, par exemple. Voilà. Et je vais vous expliquer un peu les deux méthodes. Alors, c'est quoi ce fameux graphe? Eh bien, c'est simplement, imaginez maintenant qu'on est... Donc, on est une famille de convexes comme ça, avec des recouvrements, et on va quand même supposer que, donc, soit QI des pleins de convexes. Alors, en fait, on va même faire soit ρ une proba sur un ensemble X, et soit QI des convexes, tel que X égale l'union des QI. Et on veut que en chaque point, il n'y ait pas plus de qu'il n'y ait pas plus de grand A de ces ensembles. Parce que vous allez voir, mais ce que je veux dire, c'est que il existe A qui est toujours le même A en fait, tel que pour tout x dans x, somme ça c'est la fonction caractéristique de QI de x est plus petit que A fois la fonction caractéristique de grand X de x. Ça veut juste dire qu'en chaque point x, il n'y a pas plus de A QI. Et donc, je vais construire un graphe qui est très simple. Je vais construire le graphe suivant. Pour chaque ensemble convexe, je mets un point. Okay, je ne sais pas si j'en ai oublié, mais vous mettez un point. Et qu'est-ce que c'est delta I? Donc, c'est pour ça que je l'ai indicé par V, c'est qu'en fait, c'est bien les sommets de mon graphe. Et on pose delta I qui est égal à ρ de QI. Très simplement, chaque poids, c'est juste la mesure de QI. Ça, c'est les QI, d'accord? L'union des QI, c'est... Et maintenant, WJ, très simplement, c'est ρ de QI inter QJ. Et ce graphe, donc là, je vais avoir des arêtes, j'en ai un certain nombre, et le point clé, c'est qu'il y a bien... Il y a deux choses qui sont vérifiées. Donc, bon, je peux tracer un peu ce graphe, mais comme c'est un peu... On ne voit rien sur ce dessin, mais bon. Voilà, comme ça. Le point clé, c'est que d'une part, on a somme des delta I qui est inférieure ou égale à A, en fait, puisque c'est somme des ρ de QI, mais chaque point est contenu dans O plus A personne, et ρ, c'est une mesure de proba, donc ça fait O plus A. Et d'autre part, somme des WJ est plus petite que A fois delta I. Pourquoi? Parce que c'est plus petit que A fois... Donc, J... Si J est connecté à I, WJ, c'est en fait plus petit que delta I, puisque ρ de QI inter QJ, c'est plus petit que ρ de QI, et ça, c'est plus petit que A par définition, A fois delta I. Donc on a bien les deux propriétés que j'avais énoncées sur le graphe. Et maintenant, je vérifie juste que je que j'ai rien oublié jusqu'à présent. Ok. Et donc, maintenant, il y a un théorème, c'est que la variance par rapport à ρ de f est plus petite que A fois 1 plus 2A sur le lambda 2. Donc ça, c'était la question de François-Xavier. Somme
des ρ de QI, la variance par rapport à ρi de f. I dans V. Donc c'est exactement de la forme de la droite, là, et ça, c'est la constante C. Et vous voyez que tout est dans le fait que le lambda 2 soit positif. Parce que s'il n'est pas positif, c'est juste plus l'infini, ça ne sert à rien. OK ? Donc la question, c'est à quelles conditions C est fini. Mais je vais juste m'arrêter pour commenter une seconde. C'est bon, je n'ai pas trop perdu. Donc, en fait, lambda 2, c'est quelque chose qui mesure, je l'ai déjà un peu dit, à quel point le graphe est connecté. Ça mesure à quel point les QI se chevauchent. Mais quand on a un graphe qui est fini et qui est connexe, le lambda 2 est toujours positif. Mais quand vous avez un graphe infini, là c'est plus clair, donc peut-être que ça ne va pas marcher. Ou alors, il y a une autre situation qu'en fait on considère techniquement, on a une suite de graphes qui croient, ils sont tous finis, mais on veut montrer une minoration uniforme sur le lambda 2. Et donc la question c'est, maintenant cette inégalité elle est toujours vraie, mais peut-être que lambda 2 égale 0, auquel cas ça ne sert à rien. Et si j'arrive à montrer que lambda 2 est plus grand que 0, eh bien, en fait, je sais conclure la stabilité du transport optimal et l'inégalité de Poincaré. Et donc, si je remets tout dans l'ordre, en fait, la question, c'est la question suivante. Pour quel ρ est-on capable de construire une famille QI avec ces propriétés-là et une ou deux en plus d'ailleurs, que je vais à un moment mentionner, construire QI, pour avoir lambda 2 de L positif. Voilà. Alors, déjà, un mot sur comment c'est possible que ça se soit vrai, donc comment on peut voir ce genre de choses. Alors peut-être que j'en parlerai, j'hésite à en parler tout de suite. Peut-être, bon, je peux dire peut-être en 2 mots quand même. Donc juste, en gros, comment c'est possible que ce soit vrai, comment le lambda 2 peut intervenir. Donc le var ρ de f, en fait, vous pouvez l'écrire comme 1/2 de l'intégrale double de f de x moins f de y au carré des ρ de x, des ρ de y. Ça, c'est la définition de la variance presque. Enfin, voilà. Enfin, vous juste vous développez, vous verrez que c'est la définition de la variance. Donc ensuite, une façon de faire, c'est d'écrire que vous découpez selon les QI. Intégrale sur QI, intégrale sur QJ. Là, je voudrais juste écrire f de x moins f de y au carré des ρ de x, des ρ de y, mais je vais faire apparaître quelque chose de plus. Je vais faire avec f de x moins mi plus mi moins mj plus mj moins f de y, donc juste une somme télescopique. Et mi, c'est la moyenne de f sur QI. Ça me permet de faire apparaître les variances dans les QI, si vous voulez, d'écrire ça comme ça. Si vous développez tout, vous allez obtenir, en fait, il n'y a pas de terme croisé, vous allez obtenir un truc du style somme sur i, alors il y a une constante, mais bon, peu importe, un truc qui ressemble à somme sur i des intégrales de QI de f de x moins mi au carré. Ça, vous avez des termes comme ça, vous en avez même 2, vous voyez, je découpe comme ça, là.
Vous en avez même deux. Et puis après, vous avez ce terme MI moins MJ. Vous avez les termes somme sur IJ des MI moins MJ au carré. Et en fait, ils apparaissent avec ρ de QI et ρ de QJ. Peut-être un demi. Bon, et c'est pas exactement exact comme calcul, mais voilà. Et c'est juste pour vous dire, là, vous avez fait apparaître les variances de ρ par rapport, vous avez fait apparaître une première fois un terme comme ça, en fait. Mais là, il vous reste un terme que vous voulez majorer à nouveau par un truc comme ça. D'accord? Ce terme-là, il est plus compliqué. Et vous voulez en fait regarder à quel point les moyennes sont différentes entre les cubes. D'accord? Et ça, en fait, si vous voulez, c'est M moins la moyenne des moyennes. Donc M, je peux dire que c'est le vecteur des moyennes dans les cubes. Et ce que vous êtes en train de regarder, en fait, c'est à quel point les M sont proches de leur moyenne globale. Et ça, par définition, c'est plus petit que Q de M moins M tilde sur, et pardon, M tilde, j'ai pas dit ce que c'était, c'est la moyenne des MI globalement. On est en train de regarder, c'est très logique, on est en train de regarder à quel point les moyennes sur les cubes sont différentes les unes des autres sur lambda 2 de L. Parce que M moins M tilde, vous pouvez vérifier que c'est orthogonal à 1. Et ça, en fait, c'est juste la somme des WIJ MI moins M tilde au carré. Donc divisé par lambda 2 de L. C'est la définition du Q. Et ça, en fait, vous avez fait réapparaître... c'est pas terminé. Il y a encore une dernière étape pour montrer que vous pouvez majorer cette dernière quantité par ça, mais c'est juste pour vous montrer comment le lambda 2 de L peut apparaître dans toute cette affaire. C'est au moment où vous avez votre graphe, et à chaque sommet de votre graphe, vous avez la moyenne, en fait, sur le cube. Bon, je voulais juste, parce qu'il n'y a pas beaucoup de preuves dans ce cours-là, donc je voulais juste quand même dire quelque chose d'un peu précis à un endroit. Voilà. Bon, ça vous explique vaguement pourquoi ça peut être vrai. Et donc la question maintenant, on s'est ramené à prouver que lambda 2 de L était strictement positif dans certains cas concrets. Alors les cas concrets qu'on peut traiter, c'est des trucs du style, donc moi j'ai réussi à faire ça sur ρ, par exemple, qui est supporté, donc ρ, alors, X égale domaine connexe, compact, à bord Lipschitz. Et ρ borné par en dessous et au-dessus sur X. Et au-dessus sur X, à ce moment-là, il y a un moyen de construire les QI, et je vais vous l'expliquer juste après, quand je vais vous expliquer les chaînes de Bowman, parce que c'est la même méthode, donc je ne l'explique pas tout de suite, mais il y a un moyen de construire les QI de telle sorte que le graphe est analysable, et on peut prouver que le H est strictement positif, et on en déduit que le lambda 2 est strictement positif. Mais là, l'exemple que je voulais juste un peu plus développer, c'est pas celui-là, c'est celui où x c'est RD, et ρ de x, c'est à une constante près, 1 plus x puissance moins bêta, avec bêta plus grand que d plus 2. Donc juste,
une décroissance polynomiale à l'infini, et le bêta plus grand que d plus 2, c'est juste pour avoir un second moment, et donc pour pouvoir parler de transport optimal à un moment. Voilà. Et juste, donc il y a une constante qui dépend de d et de bêta. Tout est explicite dans ce cas-là. Vous voyez, il y a donc la raison pour laquelle je m'intéressais à ça, c'était parce que ce sont des mesures de proba qui ne vérifient pas point carré. Elles n'ont pas la décroissance assez rapide. Et donc, toutes les autres techniques qu'on avait avec Quentin ne permettaient pas de traiter ce cas-là, de montrer la stabilité pour ça. Et pourtant, avec cette technique, ça marche. Et la façon de faire est un peu stupide, c'est on construit le truc très explicitement. Bon, enfin, c'est pas stupide, c'est disons, juste à la main. Par exemple, ce que je veux, c'est vous montrer comment on construit le graphe. On a juste pris des anneaux d'une certaine taille, essentiellement 2 puissance j, avec j qui tend vers l'infini. Et on a décrété que ce gros truc-là, ce serait Q0. Et ensuite, donc ça c'est convexe, c'est bon. Et ensuite, pour faire des convexes, on a fait la chose suivante. On a pris des choses comme ça. C'était pas convexe si on faisait pas ça, mais voilà, on a fait comme ça. Donc ça c'est RD que je vous dessine. La raison pour laquelle on prend les 2 puissance j, c'est que ρ est à peu près constante sur 2 anneaux, pas constante, mais elle ne varie pas par plus qu'un facteur qui est uniforme. Bon, peu importe. Et là, vous allez... Et donc ça, c'est un ensemble Q1, par exemple. Ça, c'est Q2. Ensuite, vous pouvez dessiner, voilà, bon, je profite que j'ai des couleurs. Alors, voilà, vous avez un ensemble, voilà. Et vous pouvez définir le graphe associé. Ça va juste être un graphe qui a un gros sommet au centre et qui ensuite est essentiellement linéaire. C'est-à-dire, disons, il y a 2 puissance d branches, là 4 dans mon dessin, et vous pouvez calculer tous les poids à la main. Et vous pouvez montrer à la main, en faisant des inégalités, voilà, des trucs, vous pouvez calculer donc les delta i et les wij, et vous pouvez montrer que la constante de Cheeger est strictement positive. Et comment on fait pour faire ça? Je vous rappelle, la constante de Cheeger, c'est défini à partir d'un ensemble U. Donc vous prenez un U, vous séparez des cas, voilà, il y a une petite analyse, et vous arrivez à conclure. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche, pour ce cas-là qui est très précis, mais ce qui est bien, c'est que ça marche aussi dans des cas qui sont quand même nettement plus généraux, comme ça. Mais bon, une fois qu'on a cette méthode-là, on est content, mais on reconnaît quand même qu'elle ne permet, enfin, elle est un peu trop pédestre, et donc on est content d'avoir une autre méthode qui est celle des chaînes de Bowman et que je vais expliquer juste après la pause. Et juste pour vous conclure, juste pour vous dire donc quel résultat on obtient, parce que je vais quand même énoncer le résultat précisément pour ces mesures ρ. Le théorème qu'on obtient, c'est que si ρ est donc de cette forme-là, ou, enfin, on peut faire des perturbations de ce genre de truc, mais bon, peu importe, et y est compact, alors, il existe C, tel que, je vous rappelle, c'était la forme des théorèmes qu'on avait à la première séance, là. Il existe C, tel que pour toute mesure cible mu et nu, on a que les potentiels de Kantorovitch, ils sont plus petits que, donc la différence des potentiels est plus petite que C, W1 de mu nu, puissance θ, et le θ, c'est 1,5 de 1 moins 2 sur bêta moins d. Donc voilà, on a un théorème comme ça, avec un exposant explicite, et je pense que le C, on peut aussi le rendre plus ou moins explicite. Mais ce qui est super, c'est qu'en fait, cet exposant, il est optimal. Ça va ?
Et donc, maintenant, normalement, vous êtes expert dans la façon de prouver comment on prouve qu'un exposant est optimal. Je vous avais expliqué la dernière fois, à un moment, que pour les gaussiennes, on arrivait à prouver que l'exposant 1,5 il était optimal. Et c'était en prenant des phi mu explicites. Et bien en fait, en prenant les mêmes familles de phi nu explicites et en poussant, donc c'était des trucs du style phi r égale x moins r plus, à moins une constante. Ça implique l'optimalité de θ. Vous ne pouvez pas obtenir cette inégalité pour un θ plus grand. Oui. Alors les doubles produits, ils sont nuls par contre, parce qu'ils s'annulent 2 à 2. Ils s'annulent vraiment, il n'y a pas de problème avec les doubles produits. Non, le seul truc qui me manque, c'est, je crois qu'il me manque ici un truc qui est genre la somme des ρ de QI, mais qui est borné par A, donc c'est pas un problème. Voilà. Et donc, avant la pause, je veux juste vous expliquer comment, ce qui est quand même important, donc je ne sais pas à combien je suis, donc 4.3 je pense, c'est comment on déduit point carré et ou stabilité du transport. Là je vous ai énoncé le théorème, mais je ne vous ai pas expliqué comment à partir de cette inégalité-là entre les variances, on arrive à déduire la stabilité du transport, donc je vais quand même vous l'expliquer, et où stabilité du transport à partir des inégalités de variance. Donc la façon de faire, par exemple, point carré dans un domaine borné. Donc si x est borné, et ρ sur x vérifie, donc la grosse inégalité que j'avais écrite, là, var ρ de f plus petit que c fois la somme sur i des ρ de QI var par rapport à donc, la restriction de ρ à QI de f. Si jamais je sais prouver ça, donc c'est pas gagné, hein, ça va pas être vrai pour n'importe quel ρ, c'est juste pour des ρ un peu par exemple, si ρ est borné par en dessous et au-dessus, si ρ est la fonction caractéristique de x, ça va être vrai si x est un domaine de John, ce que j'avais. Mais en gros, c'est vrai si x est suffisamment régulier, même si c'est quand même assez irrégulier. Mais au-delà d'un certain seuil, c'est plus vrai. Donc ça ne va pas tout le temps être vrai, mais si jamais c'est vrai pour un C fini, à ce moment-là, comment on fait pour continuer? Alors, on écrit que la variance par rapport à ρ de f est plus petit que C somme sur I dans V de ρ de QI intégrale de gradient f au carré des ρi, donc sur QI. Mais des ρi, c'est un truc qui est renormalisé, c'est-à-dire c'est d ρ sur ρ de QI. Enfin, j'ai juste écrit, c'est d ρ restreint à QI, mais on est sur QI. Et donc vous voyez que c'est pour ça que j'avais mis ces termes devant, là, les ρ de QI, que je ne vous ai pas expliqué depuis le début, mais en fait ils permettent d'annuler cette renormalisation, et à la fin vous obtenez juste la somme de l'intégrale des gradients carrés sur des QI, mais vous savez que les QI ne se chevauchent, ils se chevauchent beaucoup, mais en chaque point, il n'y en a pas plus que A. Et donc ça, c'est plus petit qu'en fait que A fois C, fois l'intégrale sur tout le grand X de gradient f carré. Et donc vous avez bien obtenu point carré dans le grand X. Et donc ça, je répète, cette méthode, disons, les gens qui faisaient Sobolev Poincaré et tout ça dans les années 80, c'était pas avec la théorie spectrale des graphes qu'ils obtenaient ce genre d'inégalité, c'était avec plutôt les chaînes de Bowman, mais donc avec différents exposants. Enfin, mais en gros, c'est comme ça que ça marchait à l'époque.
C'était ce genre d'inégalité qui permettait de faire Sobolev Poincaré. Enfin, on n'a pas trouvé mieux depuis, hein. C'est toujours comme ça que ça marche. Et si, donc ça, c'est pour démontrer Poincaré. Et en fait, il y a une vraie similitude. Si vous voulez, qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est le fait que cette quantité est en quelque sorte linéaire par rapport à ρ. Vous allez voir, c'est parce que, vous voyez, là, on additionne des dρ. Ce que je veux dire, c'est la quantité à droite dans l'inégalité de Poincaré, elle supporte les additions. Donc, pour la stabilité du transport, c'est pareil. Pour la stabilité du transport, ce qu'on arrivait à prouver la dernière fois, c'était des inégalités du type var ρi de f plus petit que, donc comme je l'ai dit à Benoît tout à l'heure, c'était plus petit que c fois. Alors, et il y a juste... non, désolé, je m'arrête une seconde parce que je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose ici. Il y a quand même la constante de Poincaré qui intervient ici, là-dedans. Donc, c'est la Cp, on pourrait l'appeler ça la constante de Poincaré dans QI. Et en fait, cette constante de Poincaré dans QI, elle est uniformément bornée parce que x est borné. Uniformément bornée en I. En gros, elle est bornée par le diamètre de QI, et x est borné. C'est pour ça que j'ai supposé x borné. Hein. Pardon, j'ai oublié de dire ça. Bon, ici on n'a pas besoin de supposer ça. Donc supposons juste qu'on arrive à faire disons, un truc explicite. On avait même un truc explicite, c'était la constante E, la variation de ρi, c'était sup de ρi égale mi, égale sup, c'était ρ et entre grand M ρ et petit M ρ. Vous vous souvenez de ça? Donc là, on pourrait... ρi, c'est pareil, du coup, c'est entre grand M ρ et petit M ρ. Ensuite, il y avait le diamètre de QI. C'est que des constantes, mais c'est juste pour vous dire qu'elles ne nous embêtent pas. Et ensuite, il y avait Ry. Bon, ça, c'était le début de l'inégalité, mais ce qui est le plus important, c'est que c'était donc psi1 moins psi0, et c'était... Ce qu'on prouvait la dernière fois, c'était ça, c'était pour tout psi1, psi0, psi1, dans C0 de la cible, on a var ρ de psi1 étoile, donc les potentiels primo, moins psi0 étoile, c'était ça qu'on avait prouvé, c'est ça qui nous intéresse, c'est la variance des potentiels primo, d'accord, des potentiels phi, en fait. Psi1 moins psi0, gradient psi0 étoile, poussé en avant ρi, moins gradient psi1 étoile, poussé en avant ρi. Et ça, je vous rappelle, ça, en gros, on l'appliquait quand psi0, c'est le potentiel psi mu, et psi1, c'est psi nu, donc qui sont les potentiels duaux du transport de ρ vers mu ou ρ vers nu. Donc ça n'est autre que mu, et ça n'est autre que nu, c'est-à-dire les mesures sources, cibles. Et à la fin, on appliquait Kantorovich-Rubinstein pour déduire quelque chose sur W1. Toujours est-il que là, on en est là. Ça, on s'est prouvé, on l'a prouvé la dernière fois. ρi, c'est donc ρ restreint à QI divisé par ρ de QI. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit maintenant, supposons qu'on arrive à montrer que var ρ de f est plus petit que c fois la somme des ρ de QI var ρi de f. Donc juste on réinjecte. Donc faut bien voir que les psi, c'est des choses qui vivent dans Y, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la source. Psi1 étoile moins psi0 étoile. Donc imaginons qu'on sait prouver ça. À ce moment-là, comment on finit? On écrit C somme. Donc là, C, je mets ça, vous voyez que c'est quelque chose qui ne dépend pas de I. Si le diamètre des QI est uniformément borné, ce qui va être vrai,
bah, ça ne dépend pas de I. Donc j'ai juste C fois la somme des ρ de QI, psi1 moins psi0, gradient psi0 étoile. Donc c'est super pénible à écrire, mais je sais pas, peut-être que j'aurais dû introduire une notation pour ça, mais c'est trop tard. Et à nouveau, vous avez ρ de QI, vous avez ρI, et le point clé, c'est que vous êtes en train de sommer des choses qui sont toutes positives. Tout ça, c'est toujours positif, puisque c'est minoré par la variance. Alors attention, là, je suis obligé d'expliquer un peu avec les mains. Donc, ρ de QI fois ρI, c'est juste, en fait, c'est ρ restreint à QI. Non, là, j'ai pas de... Là, c'est bon. Je crois que c'est bon. C'est ρ restreint à QI. Et vous voyez que vous êtes en train de sommer. En fait, il faut bien voir la structure de se pousser en avant. Là, ce que je veux écrire, c'est que les ρ restreints à QI, ils recouvrent X, mais pas plus que A fois. Et comme tous ces termes sont positifs, on arrive à montrer qu'en fait, c'est plus petit que C fois A fois la somme des psi1. Donc c'est très simple, hein. Ici, c'est juste que faut juste se poser pour l'écrire, mais fois gradient psi0 étoile, poussé en avant ρ, cette fois-ci, moins gradient, donc il n'y a plus de somme, gradient psi1 étoile. On utilise à fond la positivité des termes et le fait que les ρi ne se recouvrent pas, les QI se recouvrent pas plus que A fois. Et ce terme est encore positif. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a une somme de termes positifs, ils ne se chevauchent pas trop, vous avez la linéarité du push-forward par rapport à la mesure ρ, en fait. Et tout ça, et à la fin, donc la conclusion, c'est ça, c'est plus petit que AC fois la constante de Lipschitz, donc de psi1 moins psi0, qui elle est bornée aussi, parce que la source est bornée, W1 de... Bon, je vais juste écrire mu nul, voilà. Et vous avez bien, à nouveau, la stabilité du transport optimal comme ça. Et donc vous voyez, si vous voulez, la stabilité du transport optimal, maintenant, avec les techniques qui ont été introduites, vous avez là, ce qui correspond à la séance 2, qui était le transport optimal, la fonctionnelle de Kantorovich et tout ça, et puis après, vous avez un truc complètement indépendant, qui est les inégalités de variance, voilà, avec les techniques que j'ai commencé à introduire et que je vais continuer pendant 20 minutes ou un truc comme ça, et vous avez les deux morceaux ensemble, ça vous donne ce que vous voulez, qui est dans certains cas optimal, du coup, mais seulement, je répète, tout ça, ça ne va être optimal dans ce qu'on a obtenu que pour les potentiels de Kantorovich. Une fois qu'on passe aux applications de transport, la stabilité des applications de transport, eh ben on perd, parce que les cas d'égalité ne matchent plus. Voilà, donc je vais faire 5 minutes de pause. Donc maintenant, on entre un peu dans le plus difficile, donc les chaînes de Bowman. Mais ça va être très esthétique parce que, pour ceux qui ne connaîtraient pas la décomposition de Whitney, c'est un truc super utile. Et donc voilà. Donc c'est la deuxième technique pour prouver des inégalités de ce type-là, en gros, de ce type-là, et qui est la technique plus robuste, en général. Mais elle marche, donc ce que je vais dire, c'est que, déjà, ces techniques de recollement, je ne l'ai pas encore dit, mais là, je vous les montre sur un problème précis qui est, voilà, point carré, stabilité du transport, mais vous pouvez aussi les faire marcher, par exemple, pour la stabilité du transport dans les variétés riemanniennes, parce que les variétés riemanniennes, c'est embêtant, c'est courbé, mais vous pouvez localiser les arguments dans des cartes où ça ressemble à de l'euclidien, et ensuite tout recoller ensemble. Et les techniques de gluing, en fait, par exemple, à ce jour, on ne sait pas prouver des théorèmes de stabilité du transport optimal dans des variétés riemanniennes du type de ceux que j'ai exposés jusqu'à présent, sans utiliser de technique de gluing, de recollement. Parce que voilà, on fait tout dans des petites boules et ensuite on recolle les boules. Ensuite, ça permet aussi de faire marcher pour la stabilité des barycentres de Wasserstein. Je vais expliquer peut-être ça à la 4e séance. Et en fait, là, je vais vous montrer un cas précis où ça marche, mais je pourrais aussi vous expliquer que ces techniques marchent, par exemple, si ρ explose au bord, ou ρ... par exemple, si ρ, là, jusqu'à présent, je vous ai toujours supposé que c'était borné par en dessous ou par au-dessus.
si c'était à domaine. Mais en fait, on pourrait aussi faire exploser polynomialement, ce qui est pertinent dans certaines applications. Et ces techniques s'adapteraient toujours. Donc c'est assez robuste. Mais là, le théorème que je veux vous montrer, c'est celui que j'avais énoncé à la première séance. C'était soit X, et donc un domaine de John, et je vais enfin vous dire ce que c'est qu'un domaine de John, pour de bon. Soit X un domaine de John, soit ρ borné par en dessous et au-dessus, donc absolument continu, hein, je ne le dis pas, mais borné par en dessous et au-dessus sur X, soit Y compact, c'est toujours le même énoncé, hein, mais bon, alors il existe C tel que pour tout mu nu dans P de Y, phi mu moins phi nu dans L2 de ρ est plus petit que C W1 mu nu puissance 1,5. Donc c'est toujours le même énoncé, mais en fait, j'espère que ça va vous plaire à un moment, c'est que je vais vous... Donc les domaines de John, je vais les définir, mais je vais vous montrer que c'est le truc optimal. On ne peut pas faire mieux que domaine de John, et donc je vais vous construire des domaines non John un peu tordus, sur lesquels on va être capable de calculer le transport optimal. Et ça peut être surprenant parce que le domaine non John, c'est un peu tordu, et enfin je sais qu'au début, quand on cherchait là-dedans, on ne pensait vraiment pas qu'on arriverait à prouver que c'était optimal. Donc, mais pour l'instant, donc qu'est-ce qu'un domaine qu'est-ce qu'un domaine de John? C'est un domaine. Donc, tous les domaines Lipschitz, à bord Lipschitz, sont des domaines de John, mais c'est un domaine pour lequel on peut toujours partir à vitesse linéaire, s'éloigner à vitesse linéaire du bord. Ça, c'est grand X. Ça, c'est un certain point x0 qu'on appelle point central. Ça, c'est petit x. Ça va vous dire que quel que soit le petit x, je peux m'éloigner à vitesse linéaire du bord, et la vitesse à laquelle je m'éloigne, qui est donc linéaire, ne dépend pas du point. Et le contre-exemple typique, c'est quand vous allez avoir une pointe, comme ça, dans votre domaine. Si ça, c'était votre x, et là, vous avez une pointe un peu pointue, là, genre x carré, et bien en fait, quand vous prenez votre point x de plus en plus loin, la condition de John ne va pas marcher. Donc ça, c'est non John. Et ça, c'est John. Et bon, alors je vais donner la définition. Donc, x est dit de John. Donc c'est un ouvert, x ouvert. Et John, en l'honneur de Fritz John, qui les a introduits en 1961, dans des travaux sur l'élasticité. Donc si il existe x0 dans x, état et t0 positif, tel que, pour tout x dans votre domaine, pour tout x, là, ici, donc x0, c'est le même point, là, que j'ai écrit, pour tout x, il existe un chemin parcouru à vitesse 1, il existe gamma de 0t dans x, alors, il existe t déjà. Il existe t plus petit que t0, tel que, et gamma, pardon, il faut que j'arrête d'effacer avec la main, et gamma de 0t dans x, parcouru à vitesse 1, donc en particulier, c'est un chemin quoi, continu. Parcouru à vitesse 1, tel que, pour tout t dans 0t, la distance de, alors tel que gamma de 0 égale x, ça part de x, ça arrive en x0, et pour tout t dans 0t, la distance de gamma de t au complémentaire de x est au moins état fois t. Donc état, c'est la vitesse d'éloignement du bord.
Et le fait que état soit uniforme, c'est précisément ça qui ne marche pas dans ce cas-là. Parce que si vous prenez x vachement bien dans la pointe, en fait, ce qui marcherait, ce serait par exemple de mettre un état t carré, mais je n'ai pas autorisé ça. C'est juste état t. Et voilà, donc ça c'est John, ça c'est pas John. Et un exemple, ça peut quand même, donc il y a tous les domaines bornés, Lipschitz connexes, ça marche, mais il y a aussi le flocon de corps qui marche, il y a des trucs beaucoup plus tordus qui marchent, et il y a aussi les pointes intérieures qui marchent. Donc par exemple le cœur, ça marche, parce que si vous prenez x0, vous voyez bien que ça ne pose pas du tout de problème le fait qu'il y ait une pointe à l'intérieur. Donc c'est des domaines qui ont été considérés dans différents contextes, aussi les applications quasi conformes, plein de trucs. Mais ici, ça intervient aussi. Oui. Là, tu dois être dans RD ou ça pourrait marcher sur espace métrique? On peut définir dans les espaces métriques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, nous, quand on a fait les variétés riemanniennes. En fait, on disait, bah, si X est un domaine de John dans une variété riemannienne, alors rho est borné par en dessous et au-dessus. Oui, mais variété riemannienne, tu as toujours besoin du côté de dimension finie, un truc avec des intérieurs non vides. Tu utilises une notion d'intérieur ou pas? Intérieur. Normalement, là, j'ai l'impression que tu veux connecter deux points, un qui est à l'intérieur et un qui est sur le bord, mais dès que tu t'es éloigné suffisamment du bord, le reste du chemin, tu ne devrais plus. Oui, non, le reste du chemin compte pas. En fait, le x0, on peut le prendre n'importe qui. Une fois qu'il y a un 1 x0, on peut prendre n'importe quel x0. Et après, la notion d'intérieur, ça, je crois que je ne vais pas savoir répondre. Je ne sais pas trop ce que tu veux dire. C'est juste que j'ai l'impression que tu as besoin de quelque chose de plutôt longue distance pour prendre une égalité. Non, là c'est vraiment proche du bord. Ça peut être juste local au bord. Oui, non, mais tout est proche du bord, en fait. Tout se passe proche du bord. Il y a quand même le fait qu'il y a un T0, ça fait que le domaine est borné. Bon, il y a quelques petites subtilités, mais globalement, c'est quand même l'idée qu'on peut s'éloigner du bord. C'est pas l'idée de ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, donc une fois qu'on a le domaine de John, pourquoi c'est intéressant? C'est qu'on va pouvoir, c'est les domaines qui satisfont ça, on va pouvoir montrer qu'ils ont une certaine propriété avec des petits cubes. Des petits cubes qui vont me servir, donc ça va être les QI. Mais je vais vous faire, donc là, bon, ok, ça c'est les domaines de John, mais je vais vous parler de la décomposition de Whitney en 2 mots, parce que c'est fondamental et c'est exactement ce dont on a besoin. Donc la décomposition de Whitney, bon, certainement qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, mais c'est très utilisé aussi dans les intégrales singulières, dans l'analyse harmonique, plein de choses. Mais ici, c'est très simple. La décomposition de Whitney d'un ouvert X, c'est une décomposition en cubes, exactement comme on veut faire, puisque c'est des convexes, qui a plein de bonnes propriétés. Donc vous avez un domaine, et vous vous dites, comment je peux le décomposer en cubes avec voilà, des bonnes choses. Et donc, la décomposition de Whitney, qui va être, du coup, ce que je vais vous dire, c'est que là, je définis pour n'importe quel ouvert, mais dans le cas où c'est un domaine de John, cette décomposition va permettre de faire des trucs super. Cette décomposition, c'est une décomposition de X en cube, QI, tel que... Donc c'est une partition, en fait, c'est une partition. Je devrais écrire partition, ici. Enfin, presque une partition, c'est-à-dire QI, l'intérieur de QI intersecté avec l'intérieur de QJ est toujours vide, pour I différent de J. Bon, mais ça, on s'en fiche un peu. Ce qui est très important, c'est que chaque cube, essentiellement, la longueur du cube QI, L de QI, vérifie L de QI est essentiellement égale à la distance au bord. Donc, la distance de QI au bord de X. Enfin, à l'extérieur, au complémentaire de X. Chaque cube, sa taille, enfin, son côté, est à peu près pareil que sa distance au bord. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce signe? C'est juste le ratio entre les deux
est borné par en dessous, par au-dessus, uniformément sur X. Donc vérifie, donc je pourrais écrire C2, C1, où C1, C2 ne dépendent que de grand X et pas de I. Et enfin, il y a plein d'autres propriétés, mais chaque cube touche au plus un certain nombre de cubes, d'autres cubes, mais au plus 12 puissance d, mais un nombre fixé de cubes qui dépend de rien. Chaque cube, QI, donc il y en a un nombre infini, hein, c'est un découpage de plus en plus fin quand vous vous approchez du bord. Hein. Chaque cube QI touche au plus 12 puissance d autres cubes. Et il y a encore d'autres propriétés, mais... Et comment c'est possible que ce soit vrai? En fait, c'est des cubes qu'on construit, c'est très simple, la preuve fait 10 lignes, c'est des cubes qu'on construit qui sont tous diadiques, c'est-à-dire que vous êtes dans RD et leurs sommets sont de la forme K sur 2 puissance L avec K et L entiers relatifs. Et vous prenez le plus gros cube qui diadique, en gros, en chaque point, vous regardez le plus gros cube qui a diadique, qui contient ce point, et qui vérifie les bonnes bornes. Et cette propriété de maximalité permet de prouver ça, en fait. C'est une construction très simple, où juste, voilà, en chaque point, on considère un gros cube diadique le plus gros possible, tel que quand même, on ne passe pas en dehors quoi, de l'ensemble, on reste à distance raisonnable. Voilà. Et... nous, ces QI, alors on ne peut pas les utiliser directement. Donc dans chaque cube QI, on a envie de dire, on peut les utiliser pour construire notre graphe, par exemple. Le seul problème, c'est que là, ils ne se chevauchent pas, c'est une partition. Donc juste, on les élargit un tout petit peu. On fait un fois 6/5 ou 5/4 ou je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, chaque cube QI va intersecter exactement au plus 12 puissance d, mais il va intersecter quand même un certain nombre d'autres. Et donc, ça va nous permettre, alors soit de construire le graphe, mais c'est pénible, soit de faire des techniques de chaîne que je vais expliquer. Mais donc, ce qu'on considère dans la suite, c'est on considère en fait QI tilde, disons, qui est, par exemple, je crois que ça marche, bon, allez, disons, 6/5 de QI, et ce que j'entends par là, c'est le cube qui a le même centre que QI, et dont les côtés sont multipliés par 6/5. À ce moment-là, c'est plus une partition, mais il a toujours ce genre de propriété, et puis il intersecte toujours en fait au plus 12 puissance d autres cubes. Ça, c'est pas clair, mais c'est parce que le fait que des cubes voisins ont à peu près la même taille, ça fait que vous n'allez pas pouvoir intersecter très loin. Bon, c'est clair, mais on considère QI tilde un peu plus gros que... Et on construit enfin, l'inégalité de variance va être avec les QI tilde, quoi. Et donc la propriété, c'est que si vous faites Whitney dans un domaine de John, eh ben, l'inégalité de variance que j'avais écrite est vraie. La var rho, donc le théorème, c'est si X est John et les QI tilde sont définis avec Whitney, alors on a bien que la variance par rapport à ρ de f est plus petite que c fois, donc ρ à nouveau c'est un truc borné par en dessous et par au-dessus sur x, c fois la somme des ρ de QI var ρi de f, et donc on peut prouver Poincaré, on peut prouver la stabilité du transport, voilà. QI tilde, je devrais écrire. Bon. QI tilde, bon, on va dire qu'on oublie les tildes et les QI c'est juste les trucs élargis, sinon je vais m'en mêler.
Et peut-être que je vais garder... Donc c'est bon à peu près? Ça va? Enfin, ça devient un peu technique, mais en fait, c'est exactement la bonne décomposition qu'il vous faut pour faire marcher les choses. Et c'est pareil, si vous aviez un domaine où vous avez une explosion au bord de ρ, en fait, cette décomposition serait pile la bonne chose pour faire marcher aussi la stabilité du transport. Le Whitney, c'est pile ce qu'il faut, en fait. Et je veux dire, on n'a certainement pas inventé... je veux dire, il y avait même en transport, il y avait déjà des gens qui, dans des contextes totalement différents, mais du type Ambrosio, je pense, ils avaient déjà utilisé Whitney dans des contextes différents, parce que c'est une décomposition qui est super pratique, en fait. Et donc, pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Donc là, c'est le dernier point un peu technique sur ces choses. C'est parce qu'en fait, la décomposition, disons, Whitney a la propriété, donc, donc si X est John, sa décomposition de Whitney élargie, là, si X est John, sa décomposition de Whitney élargie élargie, ça veut juste dire avec les QI tilde, là, vérifie la condition de Bowman, et donc je vais l'énoncer. Cette condition de Bowman, c'est ce qui va permettre de remplacer la théorie spectrale des graphes de tout à l'heure. C'est une technique de chaînage qui permet de montrer ça dès qu'elle est satisfaite. Ah, dommage, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et là, vous imaginez, vous avez votre domaine et vous avez plein de cubes. Et ils se chevauchent, en fait. Voilà. Okay. Donc la définition... Donc, introduite par Bowman et utilisée par Bojarski. Donc, condition de Bowman pour prouver Sobolev Poincaré. Condition de Bowman, c'est quoi? C'est que les cubes, essentiellement, les cubes pour tout Q, un des cubes de cette décomposition, on a l'existence d'une chaîne, l'existence de n. Alors, je vais le dire à l'oral, peut-être, sinon je vais tous vous perdre, mais en gros, je vais regarder un petit cube ici, et je vais créer une chaîne de cubes qui va jusqu'à un cube central, et qui se chevauchent pas mal, et qui ont une propriété supplémentaire qui est non triviale, et que je vais faire remarquer, mais vous allez créer une suite de cubes qui va vous permettre de relier la variance d'une fonction dans ce premier cube à la variance dans ce dernier cube. Vous allez créer une suite de cubes, et ces cubes, en gros, le fait qu'on ait un domaine de John, ça nous permet de dire que ces cubes, si on part plutôt de x0 et qu'on va vers x, ils ne deviennent pas trop petits trop rapidement. Justement, ils vont rester un peu linéaires. Leur taille va rester un peu linéaire par rapport au parcours du segment entre x et x0, qui est le segment le gamma de John. Bon alors, on a l'existence de n et d'une chaîne et de n, de q0 contenant x0, et d'une chaîne de q0 jusqu'à qn, telle que, alors qn c'est q, donc c'est une chaîne qui va de q0 jusqu'à qn égale q. Pour tout cube, il existe une chaîne telle que l'intersection de QI avec QI plus 1 est plus grande que... L'intersection est quantitativement comparable au volume séparé. Donc ρ au max entre ρ de QI et ρ de QJ.
fois C. Donc tel que, il existe C tel que, alors c'est l'existence de 1, C. Voilà, donc vous avez une information quantitative de chevauchement. Et d'autre part, pour tout J entre 0 et N, B, si je multiplie ce petit cube-là en haut par une certaine constante qui ne dépend pas de x, alors ça contient tous les cubes. Alors, non, alors je vais l'écrire. BQJ contient Q. C'est pour toute J, si vous multipliez le cube QJ par un certain facteur, ça contient le point tout au bout. Si vous voulez, je traduis la condition de John en cube. Et donc, bon, tout ça, j'ai conscience que c'est technique et je vais m'arrêter là, mais en gros, avec toutes ces conditions, qui ne sont vérifiées que dans les domaines de John, pour Whitney, eh bien, vous arrivez à nouveau à relier la variance dans le cube du bout à celle dans le cube Q0, et vous arrivez finalement à prouver une inégalité de ce type-là. Bon, je ne vais pas aller plus dans les détails, si vraiment ça vous intéresse, il suffit de lire le papier, mais en gros, c'est ce genre de technique, voilà, un peu, vous voyez, je sais pas, moi, j'avais pas l'habitude de ça, mais je pense qu'en analyse harmonique, les gens font beaucoup de choses qui ressemblent à ça. Je vais repartir sur des trucs plus raisonnables, peut-être. Là, le graphe n'est jamais construit. Non. L'intersection, c'est juste, on regarde que les graphes linéaires entre guillemets. Voilà, exactement. Mais par contre, en utilisant la décomposition... Donc là, cette technique n'a rien à voir avec les graphes, il n'y a plus de graphes. Par contre, en utilisant la décomposition de Whitney, la même, sans utiliser ces trucs de chaîne de Bowman, tu peux construire le graphe associé juste à la décomposition de Whitney élargie, et l'analyser, par exemple, dans le cas où le bord est Lipschitz, tu arrives à vraiment regarder le graphe, comment il est au voisinage du bord, et du coup, à prouver que la constante de Cheeger est positive. Donc, mais par contre, dans le cas de John, là, ça devient trop subtil. Moi, j'ai pas réussi à faire marcher, en tout cas. Ouais. Est-ce que ça implique quelque chose avec cette condition, ces chaînes de Bowman, est-ce qu'on peut prouver quelque chose sur l'inégalité sur la constante de Poincaré Oui, oui. Oui, tout à fait. La constante donc ça permet aussi de prouver Poincaré attends, la constante de Poincaré du graphe ou du domaine? Il y a deux choses. Oui. Juste en parlant du graphe, est-ce que cette technique, est-ce que ça implique quelque chose sur le spectre du graphe Oui, moralement, oui. Après, il faut voir les détails, mais oui. 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 En gros, oui, c'est ça l'idée. Mais ça ne marche à nouveau que dans le graphe. Moi, j'ai réussi à le faire marcher que dans le cas Lipschitz. Donc, dans le cas général de Bowman, par exemple, tu peux essayer de démontrer Poincaré avec ça et déterminer une borne sur la constante de Poincaré du domaine, je parle, en fonction de toutes les caractéristiques B, C, etc. Voilà. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Je pense que je vais plutôt faire un truc plus amusant, c'est de vous expliquer, du coup, donc j'ai appelé ça exemple et contre-exemple. Vous expliquer, j'avais déjà commencé la dernière fois avec les gaussiennes, mais vous expliquer comment montrer l'optimalité des résultats, des exposants, des trucs comme ça. Et la dernière fois, je vous avais donné l'exemple où ρ c'est une gaussienne, et on trouve des phi qui permettent de montrer que le 1,5, là, le W1 puissance 1,5 est optimal. Et là, peut-être que je vais commencer à vous expliquer, alors, voilà, je vais commencer par là, je vais vous montrer comment on est dans les domaines de John, je vais vous dire, si X n'est pas John, est-ce que j'arrive à montrer qu'il n'y a pas stabilité? X n'est pas John implique pas stabilité. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? On était assez ambitieux. On a voulu montrer que si on regarde l'énoncé, alors on regarde ρ égale la fonction caractéristique du domaine, disons ρ égale uniforme sur X. On prend juste ça, okay, ρ égale uniforme sur X. Et ne pas avoir stabilité, ça voudrait dire que quel que soit C, et alpha positif,
l'inégalité variance, disons, l'inégalité phi mu moins phi nu, l'inégalité pour tout mu nu. Je vous rappelle, par exemple, on pourrait dire, on voudrait prouver la stabilité quand la cible, c'est juste la boule de centre 0 et de rayon 1. Okay, l'inégalité pour tout mu nu, phi mu moins phi nu, dans L2 de ρ, est plus petit que C fois W1, WP mu nu puissance alpha. Alors, X n'est pas déjà. On va trouver des exemples de X. Donc on cherche X tel que pour tous ces alpha et p, l'inégalité, cette inégalité, pour tout mu nu truc est plus petit que alpha, est fausse. Donc toute inégalité de stabilité avec P, alpha, C, de toutes les façons, ça ne marchera pas. Moi, la question naturelle qu'on pouvait se poser, c'était plutôt, est-ce que si je prends n'importe quel domaine qui n'est pas John, eh ben, l'inégalité de stabilité est fausse. Et ça ne peut pas être vrai. C'est-à-dire que, enfin c'est un peu, bon là je vais peut-être vous perdre un peu, mais en gros, les inégalités de stabilité du transport optimal, on les regarde par rapport à des mesures. Et les mesures ne voient pas les ensembles dénombrables. Or, la condition de John voit les ensembles dénombrables. Parce que la condition de John, c'est possible de prendre un domaine de John, de retirer un nombre dénombrable de points, et de faire que le domaine n'est plus John. Juste en choisissant bien ces points proches du bord, vous en prenez de plus en plus, et du coup, vous n'arriverez pas à vous éloigner du bord linéairement. Et pourtant, la stabilité du transport optimal est vraie dans X, si et seulement si elle est vraie dans X moins l'ensemble dénombrable, puisque ρ, mu, nu, ça ne voit pas les... Et donc, il y a des gens qui ont trouvé une condition supplémentaire pour laquelle, du coup, X est John si et seulement si X satisfait Sobolev poincaré. Mais il faut mettre une condition supplémentaire sur X qui est, en gros, de refuser qu'il ait ce genre de problème pathologique. Ça s'appelle une propriété de séparation. Nous, on a été, de ce point de vue-là, un petit peu moins ambitieux. On a juste voulu prendre des domaines non John classiques, les domaines les plus classiques pour lesquels les gens ont dit bah, c'est pas un domaine de John, et de voir ce qu'on arrivait à dire pour la stabilité du transport optimal. Et les domaines classiques qui ne sont pas John, c'est juste ce que je vous ai dit là, ce genre de truc. Là, donc X c'est à l'intérieur, là. Vous prenez ρ uniforme sur ça et vous vous dites est-ce que je sais calculer le transport de ça vers quelque chose? Ou bien, vous pouvez faire un truc encore plus drôle, ça s'appelle les Room and Passage Domains, donc les Room and Passage. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, je suis en train de vous dessiner X, c'est juste un ensemble de chambres, et ça, c'est des chambres, donc on va les appeler R1, R2, etc., et vous en avez une infinité. Mais il y a une infinité, mais ça converge. C'est-à-dire qu'elles deviennent de plus en plus petites. Okay, et vous les appelez les RJ. Et entre, vous créez des petits passages. Ça, c'est les passages, donc P1, P2, etc. Vous voyez ce que j'ai dessiné? C'est un ensemble de chambres connectées par des passages. L'ensemble est connexe, il n'y a pas de problème. Même, connexe par tout ce que vous voulez. Il y a toujours des petits arcs, et à la fin, donc, ça converge vers un certain point. Et ce domaine-là, ça s'appelle donc Room and Passage. Et moi, ça m'intéressait avec Quentin, parce qu'on savait qu'il y avait un moyen d'utiliser ces passages-là pour montrer que dans ces domaines-là, si on choisit bien les paramètres, eh ben, point carré n'est pas vérifié. Et ça nous donnait l'idée que peut-être le transport n'était pas stable là-dedans. Le problème, c'est qu'on a quand même mis un peu de temps à comprendre comment on calculait le transport de ça vers autre chose. Mais c'est toujours la même stratégie. Il ne faut pas chercher à construire mu et nu, il faut juste prendre phi mu et phi nu, des fonctions convexes,
et regardez ρ poussé par cette fonction convexe, ou le gradient. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un truc comme ça, et on a choisi les paramètres. Le paramètre clé, c'est la taille du passage. On appelle ça H1 ici. De façon générale, la hauteur du passage, on l'appelle HJ. D'accord? Alors, comment on se débrouille? Donc c'est... Moi, je trouve ça amusant, en tout cas. Alors, on prend quoi comme fonction? On va définir phi t. Donc là, je vous le fais juste en 2D, on peut étendre ça en plus grande dimension. Ça, c'est x1. Ça, c'est x2. Je veux dire, c'est juste les coordonnées. Et on va prendre phi t de x1, x2. T, c'est juste un paramètre réel. Égale x1 moins t. D'accord? Donc x1, x2, c'est les coordonnées dans x. Pour t réel, on regarde phi t de truc. Alors c'est une fonction convexe et elle ressemble à quoi moralement? Enfin, je ne peux pas la dessiner, mais si je devais... Elle dépend que de la variable x1, et en gros, elle est comme ça. Si ça c'est t... Bon, je vais faire un plus gros dessin, parce que ça va devenir un massacre sinon. Et à ce moment-là, le transport par le gradient est trivial. Je vais faire un gros dessin. Et je vais juste dessiner un passage, en fait. 2. Là, on va dire que... Et là, il y a encore d'autres passages. Okay. Cet endroit-là, donc là, je suis dans RJ plus 1, PJ. Et ça, c'est PJ. Ça, c'est HJ. Et ça, c'est TJ. Et ça, c'est TJ plus 1. Je veux dire, sur la droite, comme ça. Et gradient phi t poussé en avant ρ, c'est quoi? Tout ce qui est à gauche de phi t, de t, est envoyé sur le point image du gradient. Le point image du gradient, c'est juste, je vais appeler ça alpha t, delta A, plus 1 moins alpha t, delta B. Et A, c'est moins 1, 0. Et B, c'est 1, 0. Parce que le gradient de cette fonction, c'est juste moins 1, 0 quand je suis à gauche du point T, et 1, 0 quand je suis à droite du point T. Et donc, si je regarde là dans mon truc, j'ai pris TJ, c'est le début du passage, TJ plus 1, c'est la fin du passage. Je suis en train de dire, si vous voulez, que gradient phi TJ, poussé en avant ρ, à nouveau, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Je vais plutôt vous le faire à l'oral. Entre gradient phi TJ et gradient phi TJ plus 1, en fait, la masse est quasiment poussée toujours au même endroit, sauf pour cette partie de la masse-là, qui est soit poussée vers A, soit poussée vers B. D'accord? Il y a juste cette partie-là de la masse qui est poussée soit vers A, soit vers B. Mais tout ça, c'est toujours poussé vers A, et tout ça, c'est toujours poussé vers B. Et donc, le W1, ou le WP, si vous voulez, c'est juste ρ de PJ, puissance 1 sur P, fois la distance entre A et B, qui est 2. Ça, c'est la distance WP entre gradient phi TJ, poussé en avant ρ, et gradient phi TJ plus 1. Et ça, en gros, c'est quoi? Ρ de PJ, c'est essentiellement HJ fois TJ plus 1 moins TJ. D'accord? C'est juste la hauteur fois, c'est l'aire du rectangle. Ça, c'est pour les distances WP. Mais maintenant, c'est quoi les potentiels
ils sont explicites. Je peux calculer leur différence et leur variance. Et essentiellement, ce qu'il faut remarquer, c'est que phi tj moins phi tj plus 1, c'est essentiellement égal, enfin, c'est-à-dire c'est égal à quoi? Vous avez une fonction comme ça, et vous avez une fonction comme ça. Et elles sont juste décalées de tj moins tj plus 1. Donc partout à gauche, la différence c'est tj plus 1 moins tj, et partout à droite, la différence c'est tj moins tj plus 1. D'accord? La différence entre les deux. Ça, c'est égal à tj moins tj plus 1, quasiment partout, sauf sur ce petit bout-là. Mais ce petit bout-là, je vais le prendre extrêmement petit. Et donc, la variance, en fait, bon, là il y a quelque chose que je mets sous le tapis, je vais l'expliquer après. La variance est essentiellement d'ordre tj moins tj plus 1 au carré. La différence entre les deux, essentiellement, c'est tj moins tj plus 1 au carré, partout. Et vous voyez que la variance ne dépend pas de h. Et donc, si je choisis des hj extrêmement petits comparés au tj, je vais pouvoir faire que ça tend vers 0 beaucoup plus vite que la variance. Quelles que soient les puissances que vous choisissiez, quel que soit tout ce que vous voulez. Prenez juste des hj qui décroissent exponentiellement et les tj, vous les prenez un peu plus gros et ça marche. Et la seule chose que je vous ai un peu passé sous le tapis, c'est le fait que les phi tj, en fait, il faut quand même que je calcule leur moyenne, parce que là, ils ne sont pas renormalisés pour que leur moyenne vale 0, mais tout se passe bien, là, il faut me faire confiance. Voilà. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais vous comprenez? Et ça veut dire quoi, moralement, prendre les hj de plus en plus petits? Ça veut dire que, globalement, on est en train de presque déconnecter le domaine. À l'infini, on est presque en train de le déconnecter. Et ça crée de l'instabilité sur les potentiels dans un sens très fort. Puisque toutes ces inégalités, là, vont toujours être fausses. WPA. Et vous pourriez faire le même calcul dans ce genre de truc, c'est juste un peu plus pénible parce qu'il y a des choses qui ne sont pas linéaires, etc. Mais ces fonctions test-là sont très utiles dans ce cas-là. Et en fait, moi, ça me fait penser, vous voyez, pour cet exemple-là, on utilise des fonctions test qui sont des modules de fonctions linéaires. Pour l'exemple des gaussiennes, on utilisait des fonctions radiales. Donc à chaque fois, on utilise des fonctions très simples, qui nous permettent de prouver que les résultats sont à peu près optimaux. Et ça fait quand même, ce genre d'argument, ça fait vaguement penser à, pour ceux qui connaissent, la conjecture KLS, qui est une conjecture fondamentale sur les inégalités de points carrés en grande dimension, et qui dit essentiellement que pour tester une inégalité de points carrés, il suffit de la tester sur les fonctions linéaires. Et en fait, la structure de notre problème, depuis le début, il y a quand même quelque chose de très proche des inégalités de points carrés. On est toujours en train de faire des variances plus petites que quelque chose. Et là, je suis en train de vous dire maintenant, il suffit de tester sur des fonctions linéaires. Enfin, je n'ai pas dit il suffit de tester, mais je constate que les fonctions linéaires ou des fonctions très simples me donnent souvent le bon résultat. Et donc, bon, c'est probablement, peut-être que c'est juste une analogie, mais en tous les cas, il y a quand même énormément de choses entre les deux, enfin, de choses qui se parlent entre les deux mondes, quoi. Et peut-être que... D'accord. Bon, alors, un tout petit peu de temps encore. Pas de questions. J'ose faire quelque chose d'encore un peu différent. Comme ça, je n'aurai pas à le faire la prochaine fois. Tout ça, c'est les inégalités de stabilité des potentiels. Comment on fait pour prouver les inégalités de stabilité des applications? C'est ça la question à laquelle je veux répondre. 6. Applications. Je veux dire, stabilité des applications de transport. Alors, et juste pour conclure avec les exemples, vous pouvez utiliser encore des idées très simples dans la boule. Si vous prenez la boule BD et que ρ c'est la mesure uniforme sur BD, donc la boule unité de dimension D, uniforme sur BD, d'accord? Bon, c'est très mal organisé, mais bon, je permets quand même de conclure. Si ρ est uniforme sur BD,
et que vous choisissez phi epsilon de x égale x et phi epsilon tilde de x égale le max entre x et epsilon, à nouveau, deux fonctions qui ne sont pas normalisées, mais je vais considérer juste leur variance. Ces potentiels-là me permettent de prouver que l'exposant de stabilité sera au plus d plus 2 sur 2d. Je teste à nouveau, je calcule la distance de Wasserstein entre les deux, etc. Ce que j'appelle alpha, c'est l'exposant pour W1. Là, c'est encore un calcul explicite. Et ce truc tend vers 1,5. Je l'avais déjà peut-être mentionné dans un autre cours, mais en gros, ça me dit que l'inégalité de stabilité, où à chaque fois on se retrouve avec un exposant 1,5, eh ben, c'est asymptotiquement optimal en grande dimension. Et à nouveau, c'est des potentiels très simples, je veux dire, il n'y a rien de spécial là-dessus. Voilà, ça c'était, je ne fais pas du tout le calcul. Bon, la stabilité des applications de transport, je vais vraiment le faire dans les 6 minutes, je tiens le temps. En fait, c'est assez étonnant, mais donc on a réussi à prouver que phi mu moins phi nu est plus petit que quelque chose, par exemple CW1. Okay. Et comment on fait pour montrer la stabilité des applications? Eh bien, ce qu'on a envie de faire, c'est juste d'écrire que gradient phi mu moins gradient phi nu L2 de ρ est plus petit que phi mu moins phi nu L2 de ρ fois une constante. Et ça, c'est évidemment faux, parce que c'est un genre de point carré à l'envers. Vous voyez, ce serait point carré si l'inégalité était dans l'autre sens, mais là, d'une part, point carré n'est pas toujours vrai, mais d'autre part, là, c'est surtout dans le mauvais sens. Par contre, ce qui va être vrai, et qui est un peu un miracle, c'est que ça, c'est plus petit que ça. Puissance 1 tiers, sous des hypothèses qui sont vérifiées. Dans notre cas, à savoir, donc l'inégalité dont je veux parler, c'est quand phi mu, phi nu sont convexes, ce qui est le cas, puisqu'on parle de potentiel de Kantorovitch, et Lipschitz, et L Lipschitz. Donc on veut qu'elle soit Lipschitz, et cette constante L intervient ici. Alors ça, donc ça, cette partie-là, c'est dû à Merigo et Delalande. Je peux vous raconter en quelques phrases pourquoi c'est vrai. Mais disons, c'est là qu'on récupère l'exposant 1/6 là, dans la stabilité des applications, à cause du 1 tiers fois 1,5 essentiellement. Mais en fait, c'est pas très optimal comme façon de faire. Disons, cette inégalité est optimale. Vous ne pouvez pas avoir de meilleur exposant. Mais le cas d'égalité ne correspond pas au cas d'égalité qu'on a ici. Donc il y a un problème quand on combine les deux, si vous voulez. Mais bon, ça marche quand même, on peut quand même obtenir du coup un truc sous-optimal. Et comment ça peut être vrai, ce genre de choses? Comment ça peut être vrai? Donc juste en 1D, vous avez deux fonctions convexes, UV convexe, donc de I dans R, et la propriété, donc théorème, c'est que U-V dans L2 de I, pardon, U' moins V', du coup, les dérivés, plus petit que, donc, 8, la norme L infini de U', qui est donc, en gros, la norme Lipschitz, plus V' en norme L infini de I, il faut mettre un carré là, et là on a 4 tiers, et là on a U-V dans L2, puissance 2 tiers. Et juste, ρ, c'est le uniforme sur le segment, ok? Donc c'est exactement ce que j'ai réécrit au-dessus, juste avec un carré, et là, le L, voilà, c'est ces choses-là. Et comment on fait pour prouver ça? Par une intégration par partie. On écrit U' moins V', on écrit c'est U moins V avec U seconde moins V seconde. On majore U seconde et V seconde avec leurs modules, mais elles sont positives. Et on arrive à faire apparaître ça. En utilisant donc à fond le fait que c'est convexe, parce que U seconde et V seconde sont positives. Je pourrais vous l'écrire, mais c'est vraiment quelques lignes de calcul, c'est vrai.
Mais il y a quand même une façon d'en avoir une intuition, c'est de dessiner un graphe et de dire bah, U' et V', c'est des fonctions qui sont croissantes. Ça, j'ai dessiné U' et V', elles sont croissantes puisque V, U et V sont convexes. Et le seul moyen d'avoir U' moins V' assez gros, si vous voulez, s'il y avait une grosse différence à un endroit, comme elles sont croissantes, U' ne peut pas être beaucoup au-dessus de V' sans le rester un petit moment. Et ensuite, quand vous intégrez ça, du coup, vous pouvez... En gros, U' moins V' ne peut pas être gros si U moins V n'est pas gros. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous pouvez le voir un peu sur un dessin 1D, en regardant ce que ça veut dire que U' et V' sont croissantes, en intégrant et tout ça. Ça, c'est la partie 1D. Et la partie multi-D, c'est en disant que n'importe quelle intégrale, vous pouvez... Une intégrale, c'est les formules de type Cauchy-Crofton. Donc tout ça, je le squeeze en très peu de temps, mais en même temps, c'est d'une part parce que c'est pas optimal, et d'autre part parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Mais c'est des formules qui vous disent essentiellement qu'une fonction, vous pouvez... Voilà, l'intégrale de la fonction... Bon, alors qu'est-ce que je vais écrire Ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire essentiellement l'intégrale de votre fonction comme l'intégrale sur toutes les droites de R, intersectées avec votre domaine. Alors, ça, c'est l'ensemble des droites. Alors, c'est très approximatif ce que je vais écrire. Ensemble des droites dans R. Et là, du coup, une droite, je l'intersecte avec mon domaine. Et je vais écrire des trucs du style D, sigma de grand D. Ça, c'est la mesure uniforme sur les droites. Vous allez vous ramener, en fait, à des f, à intégrer f sur des droites. Une fonction f, vous pouvez décomposer son intégrale comme des intégrales sur des droites. C'est un genre de Fubini, là, tel que je vous l'ai écrit, mais c'est un peu plus subtil que ça. Et ensuite, en 1D, vous appliquez les inégalités d'avant, parce qu'une fonction qui est convexe, elle est aussi convexe le long de toutes les droites. Et, bon, il y a du travail, hein, mais c'est comme ça qu'on passe du cas 1D au cas multi-D, c'est en faisant une décomposition selon des droites et en découpant tout. Bon, j'ai tout écrabouillé en très peu de temps, mais voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire ça. Ces techniques sont optimales, mais à nouveau, le problème, c'est les cas d'égalité. Et tout ça, à la fin, ça tient en quelques pages. Si vous ne connaissez pas ces techniques, c'est assez esthétique, en fait. Voilà, bon, 12h01, je vous ai assez martelé des choses, j'ai fini. S'il y a des questions, je peux les prendre, sinon... Il y en a déjà eu pendant l'exposé, je trouve que c'est mieux de toutes les façons pendant l'exposé qu'après. Donc c'est parfait. Bon, merci, à la semaine prochaine du coup. Voilà.